arrêté par des policiers à l'entrée de la ville. Heureusement qu'ils connaissaient Abdelrazak Ben Chaban. Qui ne connaît pas aujourd'hui Abdelrazak Ben Chaban. Donc, je pense qu'on va continuer sur la même lancée. Merci infiniment de votre présence. Et Abdelrazak, vous avez certainement vu l'affiche avec le beau chapeau de Abdelrazak. Il faut dire qu'il n'a pas un seul chapeau, il a plusieurs chapeaux, mais je dirais surtout qu'il a plusieurs casquettes. Il a plusieurs casquettes parce qu'il est à la fois... Et quand j'ai essayé de lire un petit peu dans son parcours, j'ai trouvé que c'est la lettre P qui constitue un petit peu son étoile, parce qu'il est professeur de botanique et d'ethnobotanique, c'est ça, à l'université d'Eliade. Il est aussi parfumeur, donc c'est toujours la lettre P. Il est photographe, il est botaniste. C'est le fait inversé. C'est le fait inversé. Créateur de parfums, aussi écrivain. Poète. Écrivain, je vais dire producteur de textes, pour avoir toujours la même. Mais le P déborde parce qu'il a aussi d'autres casquettes. Et nous allons parler de ça pendant la discussion. Je dois dire que j'ai lu avec un très grand plaisir ce livre. Et ce soir, avec ce parfum et la lecture de ce texte, on ne peut qu'adoucir la voix et parler avec sérénité, avec calme, parce que c'est Abdelrazak Ben Chaban est un homme, j'en conclus, c'est ce que j'ai conclu à partir de la lecture du livre, c'est un homme heureux et qui inspire beaucoup de bonheur. Et merci infiniment pour d'avoir embaumé cette salle. Ça sent bon et ça me déconcentre un petit peu parfois. J'ai envie à chaque fois de sentir ce parfum. Et quand je dis sentir, il y a aussi ressentir. Donc les deux vont ensemble. Les parfums peuvent aussi nous inspirer certains sentiments. Alors pour revenir au roman, Abdelrazak Ben Chaban, le titre c'est le livre du sable et du parfum. Je vous ai dit que j'ai lu avec beaucoup d'intérêt et surtout dans le silence complet ce livre, parce que c'est un livre qui doit se lire justement dans le silence. Ce n'est pas une autobiographie pure et dure, c'est-à-dire que ce n'est pas un récit d'événements, un récit de souvenirs, c'est plutôt un récit, une réflexion sur les événements. C'est une réflexion sur ce passé, sur ce lien qui unit Abdelrazak Ben Chaban à lui-même et aux autres. Et quand j'ai fini la lecture de ce livre, je me suis dit, ce livre était pour vous une nécessité. C'est comme si vous avez besoin, c'est votre première œuvre littéraire, après avoir écrit d'autres œuvres techniques, on va dire, sur votre spécialité, mais c'est votre première œuvre littéraire. Et j'ai l'impression que cette œuvre était en gestation auparavant et que vous aviez besoin de l'écrire, que c'était une sorte de dette que vous aviez peut-être envers vous-même et aussi envers votre famille. Est-ce que je me trompe? Bonsoir, merci beaucoup Siadaï pour cette présentation. Je voudrais d'abord remercier l'Institut français des Tchadinda et le directeur et son équipe pour leur invitation et pour l'accueil et puis pour l'organisation de cette rencontre, cet échange ce soir avec vous. L'écriture, est-ce que c'est une nécessité? En tout cas, ce qui me concerne, oui. Ce n'est pas un métier, j'ai un autre métier avec lequel je vis, mais l'écriture est une nécessité parce que, tout simplement, j'ai remarqué, en fait, j'ai un réflexe. J'ai toujours gardé des petits carnets, même s'il y a aujourd'hui des ordinateurs et tout, je continue à écrire, à remplir des petits carnets, et les carnets s'accumulaient, puis à un moment donné, le moment arrive pour organiser tout ça, l'interroger, le remettre en question. Et parmi ces carnets, il y avait ces notes que j'avais prises sur mon rapport avec la nature. Et
parce que j'ai baigné, j'ai eu la chance de naître dans une famille de Marrakech, qui était une famille, mon père et ma mère, en principe, rien ne les aurait réunis dans leur parcours, dans leur appartenance familiale, si ce n'était l'amour. Voilà. Mon père vient d'un milieu de paysans, des gens qui vivent à la campagne, dans la région de Marrakech, une région aride. C'était des bergers qui sont venus de très très loin d'Irak, d'Erbil. Et ma mère était née dans une famille, on va dire, bourgeoise à Marrakech. Le hasard a fait qu'il y a eu une rencontre. Ma mère a eu un mari avant qui est décédé, et à l'époque, la veuve, jeune veuve, elle avait 20 ans quand elle était veuve, et mon père débarquait de la campagne, cherchait une chambre, il a loué une chambre en face de la maison de mon grand-père, il a vu ma mère, et à l'époque c'était très facile de faire réunir des gens, parce que ma mère était veuve tout simplement, et mon père était déjà a perdu aussi sa femme, était en veuvage aussi, et donc de veuve, même si rien socialement n'était pas de la même classe, finalement, cet arrangement a finalement, comment dirais-je, a conclu ce mariage. Alors le fruit de cette rencontre, moi et mes frères, et jeunes, enfants, j'ai vécu dans ces deux familles. Mon grand-père était un zouaker. C'était quelqu'un qui avait un dépôt de bois de cèdre à Marrakech. Il avait le monopole. Et il avait le monopole sur tous les malins parce que c'était lui qui fournissait le bois. Les artisans n'avaient pas l'argent pour acheter le bois, donc il donnait le bois et il faisait travailler les gens. Et les gens le payaient une fois qu'ils ont vendu une fenêtre, une porte, etc. Et au début du XXe siècle, Haj Tamil Glaoui à Marrakech, le Pacha a créé une mode. La mode des riades, avec beaucoup d'ornements, etc. Et a donné, avec le maréchal Lyautey d'ailleurs, un souffle nouveau à l'artisanat marocain. Et mon grand-père se retrouvait dans cette classe de gens qui ont de l'argent, qui veulent construire. Et c'était, à l'époque, il n'y avait pas d'architecte au Maroc, il n'y avait que le décorateur. Les décorateurs étaient architectes. C'est-à-dire qu'ils construisaient le riad, puis après, distribuaient pour les corps de métier. Et il a eu la chance de faire la stilia. La stilia, c'est une coupole qui est composée de 60 éléments. Stilia, 60 éléments. Et cette stilia, il est toujours à Marrakech, dans la résidence du Glaoui, qui est maintenant devenue une résidence royale. Et c'était la fierté de sa famille. C'est le monsieur qui a réussi la Tour Eiffel, en quelque sorte. C'était la stilia, cette coupole très haute à Marrakech, et très large, etc. Donc c'était leur fréquentation, leur mariage, leur fête, c'était très bourgeois. Voilà. On avait par exemple, quand je racontais ça, on rigolait à l'école, on avait parfois les restes des fêtes, le restait de Michoui, de la pastilla, et on faisait des casse-croûtes avec ça, donc ça faisait rigoler, parce que quand je racontais ça à l'école à mes copains, je disais, mais les fous, ils racontent n'importe quoi. Et c'était vrai, la famille vivait dans une aisance extraordinaire.